Alors aujourd'hui, on va parler d'une vraie petite révolution dans le monde de la sécurité. On va voir comment on est en train de passer de la simple checklist, de la simple liste de tâches, à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stratégique. On va parler de la figure de l'architecte de la sécurité. Tout part de cette question. Une question qui change vraiment la donne. Est-ce qu'une simple liste de cases à cocher, ça suffit? Surtout quand on est face à des situations complexes, où les droits fondamentaux, la liberté, l'intégrité des personnes sont directement concernés. On se doute que la réponse n'est pas si simple. Ce tableau résume parfaitement le changement de mentalité. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le gardien. Lui, il est dans la réaction. Il suit une procédure, souvent sans la questionner, et le gros problème, c'est que ça l'expose à des risques juridiques énormes. De l'autre côté, il y a l'architecte. Son approche est proactive. Il ne se contente pas d'appliquer des règles, il comprend les principes qui les sous-tendent. On passe d'un savoir en miettes à une vraie connaissance d'ensemble. Et ça change tout. Bon, entrons dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi est-ce que cette vieille méthode de la checklist est en fait si problématique? Le danger, il est là et il est immense. C'est le risque d'agir sans avoir un fondement juridique vraiment solide. Un agent qui se limite à suivre une consigne sans en comprendre le pourquoi légal peut très vite dépasser ses droits. Et à ce moment-là, c'est sa propre responsabilité qui est engagée, au civil comme au pénal, et bien sûr celle de son employeur. Face à ce constat, il faut forcément une autre approche. Il faut un nouveau plan d'action, un véritable blueprint pour professionnaliser tout le secteur. Et ce plan, il n'est pas juste théorique, il existe. Il est formalisé dans un ouvrage de référence, le Master of Security Law Fundamentals, et ce n'est pas juste un manuel de plus. Non, c'est une véritable feuille de route pour construire des dispositifs de sécurité qui sont, dès leur conception, juridiquement inattaquables. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur du sujet, regardez ce chiffre, 16. Oui, 16 volumes. Alors, ça peut paraître absolument énorme, et ça l'est, mais ça montre surtout à quel point les connaissances nécessaires aujourd'hui pour être un vrai pro de la sécurité sont devenues vastes et complexes. Et quand on regarde ce que ça couvre, c'est vraiment parlant. On n'est pas juste dans le droit pénal. On touche au droit constitutionnel, c'est-à-dire les droits fondamentaux. On parle du droit civil, de la protection des données, qui est un sujet brûlant avec le RGPD, du droit administratif, de la législation sur les armes, et même de management et de leadership. La sécurité moderne, c'est clairement une compétence transversale. Le tout premier pilier de cette nouvelle architecture, la base de tout, c'est le texte le plus fondamental qui soit, la Constitution. Alors là, on aborde un concept juridique qui peut sembler un peu abstrait, mais qui est absolument essentiel. C'est ce qu'on appelle l'effet horizontal indirect des droits fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça signifie que les grands principes, comme le respect de la vie privée ou la liberté, ne s'appliquent pas seulement dans les rapports entre un citoyen et l'État, ils déteignent en quelque sorte sur les relations entre les personnes privées. Donc un agent de sécurité, même dans le privé, n'agit pas dans une bulle sans loi. Et voici l'application très concrète. Prenons un centre commercial ou une gare. Ce sont des lieux privés, mais ouverts au public. L'agent de sécurité qui y travaille ne peut donc pas agir de façon arbitraire. Chacune de ses décisions, chacune de ses interventions doit respecter un principe de proportionnalité et bien sûr les droits fondamentaux des personnes. D'accord, ça c'est pour les grands principes. Mais sur le terrain, dans le feu de l'action, quand il faut décider en quelques secondes, comment on fait? Ce tableau est crucial parce qu'il nous montre la différence entre les justifications légales. Pour la légitime défense, le mot-clé c'est « actuel ». L'agression doit avoir lieu maintenant. Pour l'état de nécessité, c'est une question de balance. Ce qu'on cherche à protéger doit valoir bien plus que le dommage qu'on cause. Et pour l'arrestation par un citoyen, attention, il faut 2 conditions. Le flagrant délit et un risque de fuite. S'il manque une de ces conditions, l'action devient illégale. Ne pas maîtriser ces nuances, c'est s'exposer à des poursuites. Alors, avec toutes ces connaissances, comment on devient concrètement cet architecte de la sécurité? La réponse, c'est la méthode. Ce savoir est enseigné à travers un raisonnement en 4 étapes, qui est en fait celui des juristes. D'abord, on énonce la règle de droit applicable, ensuite on définit bien ses termes, puis on applique cette règle aux faits précis de la situation, et enfin, on en tire une conclusion logique. C'est un processus qui permet de transformer une situation chaotique en une analyse claire et de prendre une décision justifiée. Et cette phrase, elle résume tout. Le but n'est pas de transformer les professionnels de la sécurité en avocats. Non, le but, c'est de leur donner les plans, les outils, pour qu'ils puissent eux-mêmes construire des dispositifs de sécurité qui reposent sur des fondations légales solides dès le départ. Et on va terminer avec cette question pour réfléchir. Quand la sécurité s'appuie sur la solidité du droit, plutôt que sur des règles floues ou la seule force, qui est-ce qu'on protège vraiment? La réponse, c'est tout le monde.
Les clients, les biens, bien sûr, mais aussi le professionnel lui-même, son entreprise. Et au final, les droits fondamentaux de chacun. Et si c'était ça, au fond, la véritable sécurité?